sommes le 24 décembre 1914. Cela fait maintenant 5 mois que la guerre fait rage en Europe. Mais ce soir-là, sur le front de l'Ouest, un événement exceptionnel est sur le point de se produire. À la veille de Noël, des soldats allemands et britanniques, pourtant ennemis, concluent spontanément une trêve. Ils sortent des tranchées, se saluent, échangent des cadeaux, du chocolat, du rhum, des cigares, et le temps d'un instant, retrouvent leur humanité. Pourtant, chacun d'entre eux prend un risque énorme, car à tout moment, l'adversaire pourrait rompre la trêve et attaquer par surprise. Coopérer ou trahir? Fêter Noël ensemble ou en profiter pour gagner un avantage militaire décisif? Cette situation illustre parfaitement un concept central en économie, le dilemme du prisonnier. Lorsque deux acteurs ont tout intérêt à coopérer, mais que la peur d'être trahi les pousse souvent à agir contre l'intérêt commun. Alors aujourd'hui, posons-nous la question, pourquoi coopérer si trahir rapporte plus? Mais juste avant de plonger pleinement dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter une notion essentielle pour bien comprendre ce qui va suivre, l'équilibre de Nash. Imaginé par le mathématicien John Nash en 1950, cet équilibre représente une situation où aucun joueur n'a intérêt à changer de stratégie tant que les autres ne changent pas non plus la leur. C'est un point d'équilibre, pas forcément le meilleur pour tous, mais un point stable. Et dans le dilemme du prisonnier, l'équilibre de Nash, c'est justement la trahison mutuelle. Chaque joueur anticipe que l'autre va trahir, donc il trahit aussi. Sauf que ce type de raisonnement s'applique bien au-delà du champ militaire. En économie, il explique de nombreux échecs de coopération entre agents économiques. Des situations où chacun agit de façon rationnelle, mais où le résultat final est inefficace pour tous. L'un des meilleurs exemples, c'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. Imaginons un village avec un petit lac au milieu. Ce lac est un bien commun. D'abord, il est non excluable, aucun habitant ne peut être empêché d'y accéder pour pêcher. Ensuite, il est rival. Les poissons qu'un pêcheur attrape ne sont plus disponibles pour les autres. Donc plus on pêche, moins il en reste. Si tout le monde pêche raisonnablement, le lac peut continuer à se régénérer pendant des années et nourrir des familles. Mais chaque pêcheur peut se dire, si j'en prends un peu plus aujourd'hui, je gagne plus d'argent. Et même si ça abîme un peu le lac, ce n'est pas grave. Le problème, c'est que tout le monde pense la même chose. Et au final, le lac est surexploité, le poisson disparaît, et plus personne ne peut en vivre. C'est exactement ça ce qu'on appelle la tragédie des communs. Même si la coopération serait la meilleure solution pour tous, l'équilibre de Nash, basé sur une surexploitation individuelle égoïste, conduit à un désastre collectif. Mais il n'y a pas que les ressources naturelles qui manquent de coopération. Dans certains cas, ce n'est pas la surexploitation qui pose problème, mais le manque de contribution à un bien collectif. C'est ce qu'on appelle le comportement de passager clandestin. Là encore, chacun peut profiter d'un bien ou d'un service sans en payer le moindre coût. Prenons un exemple très concret. Wikipédia. Ce site est gratuit, accessible à tous et fonctionne grâce aux dons volontaires. Son infrastructure, ses serveurs, sa maintenance, tout cela a un coût. Mais comme aucun paiement n'est exigé, chacun peut s'en servir sans payer. C'est là que surgit le problème de passagers clandestins. Beaucoup d'utilisateurs, bien qu'ils consultent régulièrement la plateforme, choisissent de ne pas contribuer financièrement, en comptant sur le fait que d'autres le feront à leur place. Individuellement, ce choix peut paraître rationnel, mais si une trop grande part des internautes adoptent ce comportement, alors le système de Wikipédia finit par s'effondrer. Une fois encore, on retrouve la logique du dilemme du prisonnier. Même si tout le monde aurait intérêt à coopérer en donnant un peu, la stratégie individuelle dominante reste de ne rien faire, ce qui met en péril l'équilibre collectif. Mais alors faut-il se résigner? Si la méfiance semble rationnelle, si le passager clandestin semble toujours s'en sortir, y a-t-il une autre manière de s'en sortir que par la trahison ou l'abandon? Autrement dit, peut-on vraiment coopérer dans un monde d'individus égoïstes? Comme l'écrit Robert Axelrod dans son ouvrage Comment réussir dans un monde égoïste, on a l'habitude de réfléchir en termes d'interaction à somme nulle. Dans ces contextes, un gain pour l'un est une perte pour l'autre. Un tournoi d'échecs en est un bon exemple. Un gain pour les blancs représente forcément une perte pour les noirs. Seulement, la plus grande partie de l'existence n'est pas un jeu à somme nulle. Généralement, les deux camps peuvent obtenir des résultats honorables ou au contraire médiocres. C'est ici qu'intervient une figure essentielle, Elinor Ostrom, première femme à avoir reçu le prix Nobel d'économie. Ses travaux ont profondément changé notre manière de penser la coopération. Alors que le débat semblait figé entre le marché, gestion privée, et l'État, gestion publique, elle propose une troisième voie, la gestion collective des communs. Au lieu de confier la gestion d'une ressource naturelle comme une forêt à une autorité extérieure, Ostrom montre que des communautés auto-organisées peuvent par elles-mêmes décider de règles flexibles, durables et efficaces. Leur force, elles savent s'adapter, en prenant en compte l'évolution et en tirant profit des erreurs. Et surtout, cette gestion repose sur une interdépendance assumée. Chacun sait que son futur dépend de celui des autres. Ainsi, pour la prix Nobel, c'est donc l'auto-organisation qui définit la pérennité des biens communs. Ce sont les règles créées par ceux qui habitent avec la ressource, qui en dépendent directement, qui permettent une réelle durabilité. Ostrom rapproche la question des communs à celle de la démocratie. Gérer ensemble, c'est aussi apprendre à décider ensemble. Alors peut-être que la question n'est pas « faut-il faire confiance aux autres ?», mais plutôt « quel cadre mettons-nous en place pour que la confiance et la coopération aient une chance d'exister ?»